journal. Bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, une foule immense pour dire non à l'agression rwandaise et exiger les retraits de troupes rwandaises du territoire congolais. L'Union sacrée de la nation a battu les rappels de troupes pour une manifestation géante dans la capitale. Des images à suivre dans ce journal. Le Rwanda défie la communauté internationale en marchant sur l'accord de Washington. Des voix s'élèvent pour en parler à l'image de la journaliste britannique Michelle Wang, auteur du livre Rwanda, Assassins sans frontières, les détails dans ce journal. Bienvenue à ce journal, foule immense tout au long du parcours de la première rue limitée au Palais du Peuple. Les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont répondu à l'appel du secrétaire permanent André Mbata-Betukumeso pour dire non à l'agression et exiger les retraits de troupes rwandaises du territoire congolais. Robert Ndaichi Sensei et Turbo Chimanga pour les reportages. La date est historique. Le parti politique membre de l'Union sacrée de la nation sont venus de partout pour une marche pacifique au rythme de chants reflétant la volonté de toute une nation pour faire entendre sa voix et dire non à l'agression et exiger le retrait de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Tout au long du parcours, les slogans exprimant le désir de paix et de la souveraineté nationale étaient au rendez-vous. En tête de file, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata-Betukumeso Mango. Dire merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa diplomatie agissante qui a amené Kagame jusqu'au bout. Kagame qui prétendait qu'il n'était pas au Congo, Kagame qui prétendait ceci et cela, il a été dénudé sur le plan international avec tous ces accords qui ont été signés. Donc, remercier notre haute autorité politique. Deuxièmement, soutenir nos FARDC, les Ouazalendo qui se battent jour et nuit pour la défense de la patrie et aussi rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la mère patrie. La foule impressionnante est venue dire au monde qu'elle est derrière son chef, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les marcheurs ont réitéré leur soutien aux institutions de la République et à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Demandez au M23, supplétif du Rwanda, de quitter le territoire de la RDC totalement et sans condition. De la première rue, en passant par le boulevard Saint-Louis, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation expriment leur approbation aux accords de paix visant à mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et remercie le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, pour sa médiation. Les mémos ont été déposés à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Belgique et à la nonciature en République démocratique du Congo. Le 19 décembre 2025 aura marqué son histoire. Juste après cette marche, les cadres de l'Union sacrée de la nation ont réagi au micro de nos reporters. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes présents pour plusieurs raisons. La première, exiger le respect strict des accords qui ont été signés à Washington pour exiger le retrait du M23 et des troupes rwandaises du territoire national. Le retrait total et complet. La deuxième raison, c'est pour montrer à nos frères de l'Est de la RDC, particulièrement ceux du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, qui ne sont pas seuls. Ici à Kinshasa, nous ne les oublions pas. Nous marchons en soutien pour toutes les souffrances qu'ils sont en train de subir sous l'occupation. La troisième, c'est pour soutenir toutes les institutions légales de la République. La première, le président de la République, mais aussi le gouvernement et le Parlement. Le président de la République a démontré à la face du monde qu'il est de très bonne foi, que c'est un monsieur qui veut la paix. Il veut la paix en RDC et il veut vivre en paix avec tous ses voisins. Paix qui démontre aujourd'hui qu'il est derrière le chef de l'État. Ce que nous mettons en premier plan, c'est son esprit de paix, sa volonté de vouloir arrêter cette guerre à tout prix. Et cette marche, c'est pour démontrer le mécontentement du peuple congolais vis-à-vis de Rwanda avec ses supplétifs, les M23, les AFC.
Justement, en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, j'en parlais dans les titres, et la journaliste britannique auteur du livre Rwanda, Assassin sans frontières, Michelle Rwanga, au cours d'une rencontre, a dénoncé et exprimé sa vive préoccupation face à la violation délibérée par le Rwanda des accords de paix de Washington. Serge Merlin-Mata nous en dit un peu plus à travers ses reportages. Au cours de cette matinée d'échange avec la presse, la journaliste indépendante britannique Michelle Rwanga a livré les contenus de son ouvrage intitulé Rwanda, Assassin sans frontières. Une occasion tout trouvée pour elle d'accuser également le Rwanda de déstabiliser la région des Grands Lacs en lieu et place de promouvoir la paix et le développement. Michelle Rwanga a également dévoilé et livré les sombres portraits des pratiques des régimes de Paul Kagame. Le fait, c'est qu'il ne faut jamais oublier que, oui, Kagame a fait beaucoup de dégâts au Congo de l'Est avec son soutien pour le M23, mais en même temps, c'est un dictateur pur et dur chez lui. Il n'y a pas de journalistes indépendants là-bas et c'est un pays où les citoyens ordinaires habitent dans un état de peur continuelle. Au lieu de voir les recherches à travers la télévision, à travers les médias internationaux, nous l'avons amené à la maison. Et nous savons que nous avons des problèmes avec le Rwanda. C'est ainsi que les Congolais comprennent. Au lieu que nous soyons distraits, nous devons comprendre, nous devons nous éduquer pour comment savoir faire mieux. Michelle Rwanga a dénoncé les actions du Rwanda et de ses supplétifs, la coalition AFC-M23, qui contredisent directement les engagements politiques pris à Washington, créant de l'instabilité et une crise diplomatique. Michelle Rwanga a par la suite suggéré la mise en place d'un tribunal international contre le Rwanda. Rappelons que l'événement a été organisé grâce au concours de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, cher à Charles Bamana. Ces derniers a appelé la population congolaise à soutenir les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables entrepris en vue du retour effectif de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Autre chose, l'hôpital des anciens combattants situé dans la commune de Kasavubu sera bientôt réhabilité grâce à l'appui des Émirats arabes unis. Ce sujet a été largement évoqué au cours d'une séance de travail entre les ministres délégués à la Défense nationale chargés des anciens combattants, Eliezer Tamboué, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en poste à Kinshasa. D'autres détails avec Serge Merlin-Mata. Lors de leurs échanges fructueux, le diplomate émirati accrédité en République démocratique du Congo a expliqué au ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants les différentes étapes de ces vastes projets, à savoir la réhabilitation de ce qui existe actuellement, maternité et la salle d'accouchement. Ensuite, la construction proprement dite d'un hôpital moderne et équipé avec plusieurs départements destinés aux anciens combattants. À ce sujet, les infirmiers devront se rendre dans les tout prochains jours à leur tour aux Émirats arabes unis pour un recyclage. Quant à ces assurances, a expliqué le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et les Étambouis renforceront davantage les liens d'amitié entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Satisfait du soutien et les Étambouis a salué la considération manifestée par les diplomates émiratis en poste en République démocratique du Congo, et ce, envers les anciens combattants congolais. Aujourd'hui, j'estimais nécessaire de venir lui rendre visite et continuer de discuter sur les projets de la réhabilitation et la construction de l'hôpital des anciens combattants, que nous estimons que ça sera vraiment un hôpital de référence. Les deux parties ont convenu de procéder à l'élaboration d'un mémorandum d'entente avant d'être signé prochainement à Abu Dhabi. Le dit mémorandum servira de guide pour la concrétisation de ces grands projets dédiés aux anciens combattants de la RDC. Parlons de la femme dans ce journal avec ses plaidoyers pour la prise en compte des femmes dans le projet de résilience climatique. Suivez. Arlette Bahati Tito a conduit une diplomatie active, multipliant des échanges bilatéraux avec les partenaires stratégiques, notamment le Pérou et l'Éthiopie, autour de la gestion et la valorisation des déchets. L'Éthiopie a exprimé sa volonté d'accompagner la RDC dans le déploiement
de la nouvelle économie du climat. Des discussions avec la Finlande à travers l'organisation CITRA ont ouvert des perspectives concrètes pour la mise en place de programmes structurés d'économie circulaire en réponse durable à la problématique des déchets à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. La lutte contre la pollution plastique a constitué un axe central des interventions de la ministre déléguée. Lors d'un déjeuner ministériel sur le traité mondial des plastiques organisé par la Commission européenne et le Danemark, Arlette Bahati-Tito a plaidé pour les alternatives naturelles et biodégradables au plastique à usage unique, notamment à travers le retour aux emballages traditionnels. Lors du 3e dialogue sur le leadership, Arlette Bahati-Tito a souligné que l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature sont les leviers essentiels pour renforcer la résilience économique et la stabilité du système financier mondial, positionnant la RDC comme un acteur de proposition. Enfin, la dimension inclusive dans la transition climatique a été consolidée par des échanges avec la CCNUCC sur les marchés carbone et le système MRV, ainsi que la participation à un événement de UN Women consacré aux minéraux critiques pour la transition énergétique. À l'issue de la nuée 7, la République démocratique du Congo a réaffirmé son ambition de s'imposer comme un acteur engagé et crédible de la nouvelle économie du climat, convaincu qu'une coopération multilatérale renforcée demeure la clé pour relever les défis environnementaux mondiaux. Un pas vers le renforcement du rôle des femmes grâce au projet Tufaulu Pamoja. La maison de femmes située dans la commune de Bandalungwa se dote des moyens nécessaires pour promouvoir la sensibilisation et les dialogues communautaires. C'est un reportage signé Simonette Keren Kankolongo. La remise d'équipements à la maison de la femme de Bandalungwa s'inscrit dans une dynamique concrète de promotion de l'autonomisation féminine. Loin d'un simple geste symbolique, cette dotation marque un tournant dans l'approche communautaire de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces équipements sont donnés à cette maison de la femme pour permettre effectivement à rien sans les femmes à bien mener son travail qui est celui d'encadrer les autres dames pour qu'elles puissent participer de manière active, de manière proactive à toutes les instances de prise de décision. Et nous sommes vraiment ravis. Nous tenons à remercier nos différents partenaires qui ont pu concrétiser cet engagement qui avait été fait lors de l'inauguration de la salle. Maintenant que nous avons reçu ces équipements, nous nous engageons à pouvoir les utiliser avec responsabilité parce que ces équipements sont mis à l'usage des différentes femmes. Le projet Tufaulu Pamoja ne se limite pas à l'infrastructure. Il porte une vision, celle d'une société où les femmes participent pleinement au processus de paix, de gouvernance et de développement. En misant sur l'accompagnement, le dialogue et la proximité, avec l'appui de la Commission épiscopale Justice et Paix, la Caritas d'Angleterre et du Pays de Galles, le mouvement Rien sans les femmes crée un espace où les voix féminines trouvent enfin l'écho qu'elles méritent. Déployé dans 6 provinces, Kinshasa, Chopo, Ituri, Tanganyika, Nord Kivu et Sud Kivu, cette initiative mise sur la proximité, le dialogue communautaire et le renforcement de capacités locales. Parlons d'un autre projet, Mwanamboka, qui consiste à la construction de nouveaux bâtiments devront abriter les ministères de Postes et Télécommunications. Les détails sur ces projets à travers ces reportages signés Marie Kalong Igwezia. La société Mwanamboka a gagné ce marché après un appel d'offres qui avait été lancé avant l'avènement du ministre José Mpanda. Ce dernier est venu juste le concrétiser comme en témoigne le secrétaire général des PTNTIC, Aurélie Nkamba, satisfait du programme de son ministre. Ce marché, c'est pour réhabiliter le bâtiment administratif de l'administration. Nous en sommes bénéficiaires. C'est un vieux bâtiment que nous avons hérité depuis 1982. Et la plomberie, tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment vétuste. Et il fallait bien le requinquer. Et nous avons eu de la chance, je dirais de la chance avec l'avènement du ministre, pour accélérer ce dossier et afin que nous puissions effectivement gagner l'opportunité de nous doter d'un bâtiment réhabilité. Donc, la société Mwanamboka promet de débuter le travaux au mois de janvier prochain. Notre objectif, c'est maintenant de commencer les travaux pour réaliser dans les temps et les délais prévus dans le contrat. C'est prévu 400 jours. Maintenant, il y a quelques procédures administratives qu'il faut valider.
Une fois que c'est fait, nous pourrons démarrer les travaux. On espère début janvier. Il faut signaler que la réhabilitation de ce bâtiment du secrétariat général des PTNTIC fait partie des desiderata que l'administration avait soumis au ministre Mpanda à sa prise de fonction au mois d'août dernier. Outre la signature du contrat, Maître José Mpanda Kabango a reçu en audience toujours hier jeudi une délégation de la société Eway Mobile Money conduite par sa directrice générale, Madame Elisabeth Savory. Cette firme américaine spécialisée en inclusion financière va bientôt lancer ses activités en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur chargé des affaires coutumières, Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste, a présidé, lui, les travaux de l'atelier sur les droits des peuples autochtones. Suivez cela en images et commentaires. C'est le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, qui a présidé l'ouverture des travaux sur les droits et implications des peuples autochtones pygmées dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement en RDC. C'était avec l'appui du Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA. Il s'agit d'un échange sous forme de dialogue intersectoriel conçu pour vulgariser l'ensemble du cadre légal relatif à la question des peuples autochtones pygmées auprès de toutes les parties prenantes afin d'éradiquer la stigmatisation dont les communautés pygmées ont été victimes. Un accent particulier a été mis sur la loi 22/030 du 15 février 2022. Notre pays s'est doté de la loi numéro 22/030 portant la conservation de nos forêts, de la biodiversité et de nos savoirs endogènes. Ces travaux se sont déroulés à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Les experts de droits humains étaient en atelier sur les respects des droits de l'homme, travaux présidés par le président de la Commission nationale de droits de l'homme, Paul Sampous, un papier de Luzette Ntsakala Malassa rendu par Iverson Kabwaba. L'évaluation de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est le principal mobile de la tenue de cet atelier de restitution des résultats des enquêtes menées par la CNDH à travers sa sous-commission des droits de l'homme, des droits de la femme et des enfants. Lors de ce monitoring, la CNDH a constaté quelques faiblesses dans le traitement des dossiers de VBG. C'est pourquoi la CNDH a jugé bon d'organiser aujourd'hui cet atelier pour essayer de renforcer les capacités des acteurs judiciaires pour qu'à l'avenir, qu'ils puissent mieux traiter les dossiers des VBG et c'est pour lutter contre l'impunité des VBG. Les résultats des enquêtes menées dans quelques provinces, notamment le Nord et Sud Kivu, ont été présentés au cours de cet atelier. La lutte contre les VBG ne saurait se limiter à la dénonciation, mais exige une réponse judiciaire efficace, cohérente et respectueuse des droits des victimes. Vous êtes les maillons essentiels d'une chaîne de protection et de justice qui ne peut fonctionner efficacement que si chacun assume pleinement sa responsabilité. Ceci entre dans le cadre du projet Uni pour l'égalité des genres, un projet qui accompagne l'État congolais dans la lutte contre le VBG. Il est supervisé par l'ONU Femmes avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. La jeunesse et le développement intégral sur la lutte contre la corruption, un colloque a été organisé à ces sujets, sans papier d'Anastasie Doumbou à travers ses commentaires. L'objectif de ces colloques est de pousser la jeunesse à s'engager activement dans la lutte contre la corruption pour éradiquer ces fléaux qui freinent le développement de la RDC. Pour le bourgmestre de la commune d'Elemba, Serge Poba, invité à ces colloques, cette rencontre a consisté à offrir aux jeunes une plateforme d'expression en vue de les amener à développer une conscience critique vis-à-vis de la corruption, a-t-il déclaré. C'était l'occasion pour moi de dire que nous pouvons développer notre pays et le développement de notre pays doit commencer par la lutte contre les antivaleurs. Je pense que la jeunesse peut changer les choses. Près de 100 millions d'habitants au Congo et parmi ces 100 millions, il y a plus de 65% jeunes. Donc c'est-à-dire que la jeunesse est la majorité et si la jeunesse commence par changer, la jeunesse fait le contraire de ce qu'on reproche aux parents, je pense que l'avenir sera meilleur. Axé sur la jeunesse et le développement intégral, une génération responsable et visionnaire, ces colloques
a permis à l'organisateur, la PJAS, d'exhorter les jeunes à devenir des relais d'intégrité dans leur communauté, dans la lutte contre les antivaleurs en milieu éducatif et professionnel. Barrer la route aux inégalités socio-économiques d'origine territoriale en République démocratique du Congo, c'est l'une des recommandations de l'atelier des experts organisé par l'Observatoire national d'aménagement du territoire qui s'est clôturé ce matin à Kinshasa. Iverson Kabwaba et Bijoué Kamban signé ces reportages. La mise en place des formations sur le renforcement des capacités des acteurs locaux dans la collecte et l'analyse des données sur les inégalités socio-économiques dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo a été retenue parmi les recommandations de la clôture de l'atelier national d'enrichissement et de validation de la cartographie des inégalités territoriales. Les travaux, répartis en panel, avaient pour objectif de doter le pays d'un outil stratégique pour un développement juste et équilibré. Notre souci, c'est demain de travailler sur plusieurs variables, les besoins sociaux de base, tout ce qui est infrastructure, environnement, économie sociale, culturelle, religieuse, pourquoi pas l'emploi, les degrés de masculinité positive comme le chef de l'État le prône. On a besoin, et c'est notre mission de spécialiser tous ces éléments et ces informations que nous transformons en renseignements aident les autorités à prendre des décisions idoines avec des précisions. Nous devons introduire les amendements et les enrichissements qu'on a eu aujourd'hui. Je pense que dans 2 semaines, tout sera fait prêt. On va officiellement remettre les documents à l'autorité et l'autorité va les remettre au Conseil des ministres. Ce travail a été digne parce que c'est en enrichissant et en essayant de valider tout ça que la carte qui finira par nous donner un portail rempli pour nous donner des données et de détails que tout le monde peut utiliser, dont l'importance même de l'ONAT. C'est pour ça au fait que nous sommes là, pour l'enrichir. Un pas de plus vers une planification territoriale inclusive au service d'une République démocratique du Congo unie et équitable. Et dans les secteurs de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, l'on parle de la réunion du conseil d'administration des universités et c'est pour la bonne marche du système universitaire congolais. Blandine Wavingana et Mireille Kumbu nous en parlent à travers ces reportages. À l'ouverture de la 48e session ordinaire du conseil d'administration des universités de la RDC, les professeurs d'université se sont réunis cette année à l'Université pédagogique nationale. Objectif, examiner les questions majeures relatives à l'orientation, à la gestion et à la réforme du système universitaire congolais. Cependant, plusieurs autres points ont été traités cette année, à savoir les charges horaires du système LMD, l'évaluation des maquettes, les rôles des incubateurs du génie scientifique congolais et la reconstitution du fichier national des thèses de doctorat. Pour ce qui est des incubateurs du génie congolais, il est question de récupérer tous les résultats scientifiques des recherches afin de créer des entreprises ou des emplois, a souligné le secrétaire général à la recherche, le professeur Dr Antoine Chimpi. Cette étape manquait, récupérer tous ces résultats, de voir qu'est-ce qu'on peut continuer à développer, parce qu'on peut fabriquer par exemple un moteur, par exemple fabriquer quelque chose de climatisation ou bien aider dans l'agriculture. On a échangé sur l'incubateur du génie scientifique congolais. Il faut qu'ils aient l'information. Dans son mot, la rectrice de l'UPN, le professeur Yvonne Ibebeke Bomangwa du conseil d'administration dans son établissement. Nous voulons en fait associer cette joie au président de la République qui a rénové l'université et nous avons des salles capables maintenant d'accueillir ce genre d'événements. Vous avez pu vous-même voir comment la salle de réunion était suffisante pour pouvoir accueillir ce genre d'événements. Cette session a le mérite de revisiter les systèmes universitaires congolais aux standards internationaux. Que dit réellement l'article 64 de la Constitution et quels en sont les contours juridiques? C'est en substance la thèse défendue par le chef des travaux, Peggy Raoul Ngeba, à l'université de Kinshasa. Suivez cela en images et commentaires. L'article 64 au cœur de la réflexion à l'université de Kinshasa. Devant un jury universitaire de haut niveau, le chef de travaux Peggy Raoul Ngeba Sokipoy a soutenu publiquement sa thèse de doctorat en droit public. Au centre de ses travaux scientifiques, l'article 64 de la Constitution congolaise du 18 février 2006, mécanisme non juridictionnel de protection des droits fondamentaux des citoyens. Une réflexion profonde sur le rôle actif du citoyen dans la défense de la démocratie en dehors de voies judiciaires classiques. On a essayé de contribuer sur la réflexion sur l'article 64 de la Constitution du 18 février comme un mécanisme non juridictionnel de protection des droits fondamentaux.
Vous savez, les gens pensent que l'article 64, c'est un article qui donne accès aux gens de faire la rébellion, le coup d'État. Ils disent, quand le Conseil a demandé de faire échec, tous les moyens sont permis. Et on a précisé ici, dans le cas de cet article, tous les moyens ne sont pas permis. Il faut le faire conformément à la Constitution et aux lois de la République. Ce qui veut dire que le coup d'État, la rébellion ne sont pas repris comme mécanisme pour activer l'article 64. Parce que ceux qui font le coup d'État, ceux qui visent la rébellion, ceux qui visent l'insurrection, ils cherchent à renverser les régimes constitutionnels. Pourtant, c'est interdit par la Constitution. Le nouveau docteur en droit public, issu du département de droit public interne de la faculté de droit et qui a obtenu la mention grande distinction, a mis en lumière le limite du système juridictionnel et a plaidé pour une meilleure reconnaissance de mécanismes citoyens dans la protection de libertés fondamentales. Une contribution intellectuelle saluée dans un contexte où l'état de droit est plus que jamais au centre des enjeux nationaux. Merci Chimène Dondo pour ces commentaires. L'Institut national de santé publique, INPS, a procédé à la remise des diplômes aux lauréats suivants. La 4e cohorte à la formation en leadership et gestion pour l'éradication du paludisme a clôturé sa session. Occasion pour le professeur Eric Mafuta Moussalou de remercier les lauréats qui ont suivi cette formation en ligne comme en présentiel, avant d'expliquer à l'assistance les biens fondés de cette formation de leaders qui fait partie de la mission de l'école de santé publique, avec comme objectif d'améliorer la qualité de vie de la population. En passant, il a prodigué des conseils aux finalistes qui doivent mettre en pratique les enseignements reçus, chacun dans son service de travail. Ceci fera avancer la lutte contre le paludisme. Le docteur Mavungu Joseph, chef de division et représentant personnel du directeur national de lutte contre le paludisme, a interpellé les lauréats sur la formation suivie, qui n'est pas une simple étape académique, mais plutôt c'est tout un investissement stratégique dans la lutte commune contre la malaria. Le professeur Ngo Bébé, responsable adjoint du programme à la mine, a donné l'essentiel. Pour le moment, nous avons encore la confiance de la Fondation Gates qui a accepté de financer encore pour une année en cours où il n'y aura pas de présentiel, mais il y aura les cours en ligne. Ça n'a pas été facile. Je peux garantir que nous avons toutes les capacités pour mettre en œuvre la formation à la mine dans notre pays, dans notre université. Le docteur Noëlla Massengou, représentante de tous les lauréats, a remercié les partenaires et professeurs. Les autorités présentes ont remis des diplômes aux finalistes, preuve de la maîtrise des matières acquises. Il faut signaler que plusieurs lauréats dans cette promotion sont des différentes provinces de la RDC. C'est la fin de ce journal réalisé par Simon Kankolongwe Junior Luyeye, coordonné par Mireille Ndeke, Jiresto Funje, Fidèle Mamboueni Liévin et Obaï Ruben Kumbo ont assuré la partie technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h avec Bobo Anan Koukou Mokondi. Au revoir.